Et rebonjour à tous, re-bienvenue encore sur l'After Produit. Et du coup, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir trois magnifiques personnes qui sont un peu des experts dans leur domaine, il faut le dire. Grégoire, Salut. tout va bien? Ouais, nickel, faut que je me présente, c'est ça? Ouais, si tu veux te présenter Ok, un petit peu. du Je ne coup, sais je plus qui je suis, je c'est sais plus qui terrible. Non, mais j'ai des Personne mots à n'avoue. caler pendant ce live et je me suis dit, est-ce que je les cale maintenant ou est-ce que j'attends un petit peu? Bon, vous devriez vous en rendre compte pour ceux qui sont là. Du coup, je m'appelle Grégoire Gambato, je suis CEO, cofondateur de Germinal. À la base, on était une agence de growth. Et là, en fait, on a complètement pivoté. Maintenant, on a seulement un produit d'adaptive learning. Donc, en gros, c'est de l'apprentissage, un produit d'apprentissage pour les entrepreneurs et qui, en fait, en fonction du profil de l'entrepreneur et de ses résultats, va adapter le contenu qui va lui être montré. Donc pour l'instant via un arbre de décision, on collecte de la data et via des arbres de décision. Et le but c'est qu'on améliore petit à petit. Donc du coup, comme je suis un expert growth entre guillemets, parce que j'accompagne un peu plus de 400 boîtes et que là je me suis mis au produit récemment, je pense que j'aurai quelques trucs intéressants à dire, même si je suis un peu moins fort que les deux autres. Mais voilà, faut compléter la table. On va parler de growth, donc je pense que c'est pile poil ton domaine d'expertise. Ça va être nickel. Audric, bienvenue. On se voit enfin en vrai. Ouais, on s'est vu il n'y a pas très longtemps. On s'est vu il n'y a pas très longtemps. Ça va? Ça va très bien. Merci de m'avoir invité. Je suis content d'être là. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui n'ont Ouais. pas vu peut-être l'after produit Ouais. Du coup, je crois que en plus c'est le dernier after produit ouais. Depuis qu'on un ait mois. fait. Donc Ouais. tout pile un mois. Allez, Audric Chauveau, moi je suis CPO de InVivo Digital Factory. La Digital Factory d'InVivo, c'est une filiale qui accompagne la transformation digitale du groupe. Alors dit comme ça fait pas forcément hyper rêver. Néanmoins, c'est un magnifique groupe du secteur agricole. C'est une union de coopératives, la plus grosse union de coopératives du secteur agricole. Donc avant tout sur le secteur agricole, très présent également sur les métiers du retail et du vin. Pour ceux qui voudraient connaître un autre nom d'Invivo et savoir ce qu'on fait un peu derrière, des noms plus connus comme Jardiland et Gamme Vert par exemple. Et donc nous on accompagne tous ces gens-là dans leur transfo digital et en particulier plutôt sur des problématiques e-commerce. Donc voilà. Ok, bah écoute, très cool. Encore merci de venir de Montpellier quand même. T'as fait une petite trotte pour venir C'était ici. un plaisir, c'est à côté. Et Romaïssa, Oui, la plus belle. merci. Merci de m'avoir invité encore une fois, Marcel. Donc moi c'est Romaïssa, je suis directrice produit chez Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est le premier site de produits de seconde main. Je pense que tout le monde connaît. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent taper leboncoin.fr ou télécharger l'application. C'est 30 millions de visiteurs uniques. Donc en termes d'impact et en termes de stratégie de growth, c'est un bel écosystème pour tester des choses. Je crois que même Emmanuel Macron a écrit sur LinkedIn Tout à fait. pour remercier Le Bon Coin. On vient de fêter nos 15 ans. Donc, on est adolescent et c'est plutôt un bel âge. Et surtout, on est dans le quotidien de 30 millions de Français, soit la moitié de la population française. Donc, quand on lance quelque chose sur Le Bon Coin, on a tout de suite des impacts très gros. Et je suis ravie d'être là pour en discuter. Et justement, on va parler de growth. Comment est-ce qu'on peut créer de l'impact avec son produit? Et en fait, je m'étais fait une réflexion et ça rejoint un petit peu ce que toi, tu as dit, Grégoire. C'est que toi, tu étais un petit peu éloigné du monde du produit, de ce que tu as dit. Et inversement, le monde du produit, et très souvent, en tout cas les product managers, ont comme un des points faibles, on va dire un des axes d'amélioration, cette partie growth. D'où est-ce que ça vient selon vous? Pourquoi en fait on est si proche et si différent finalement avec cette thématique de growth? Parce qu'en fait, je pense que c'est deux temps qui sont différents. Enfin, c'est mon analyse, c'est-à-dire que le growth, c'est vraiment à la semaine. C'est-à-dire que le growth, tu peux avoir un impact sur tes campagnes en 24 heures, en 48 heures. Et même sur le produit, tu peux avoir un impact en 24 heures ou 48 heures, mais il faut vraiment que tu aies une équipe énorme, que tu aies bien priorisé, etc. Et du coup, pour moi, c'est deux équipes qui ont pas les mêmes temps. Et nous, par exemple, quand on faisait des missions, on faisait des missions sur 4 à 6 semaines. Et quand on disait au produit, en 6 semaines, on va faire 6 sprints. Et en fait, chaque semaine, on leur disait, ah bah, on a eu ça, il faudrait que vous modifiez ça, il faudrait que vous modifiez ça, il faudrait que vous modifiez ça. Eux, ils nous disaient, on travaille juste pas sur le même temps. Et du coup, je pense qu'on travaille pas sur le même temps. Et par contre, mais en fait, on a des métiers qui sont assez proches, c'est-à-dire qu'on est hyper orienté sur la data, on doit regarder ce qui se passe, etc. On doit laisser le temps des expérimentations. Est-ce qu'on laisse 3 jours? Est-ce qu'on laisse une semaine? Est-ce qu'on laisse 3 semaines? Combien il faut d'utilisateurs? Est-ce que cette expérimentation, on l'étend ou pas? Quels peuvent être éventuellement les effets de bord? C'est-à-dire sur du growth, parfois, tu as un coût d'acquisition qui est beaucoup moins cher. En fait, tu as des effets de bord parce que c'est pas exactement ta cible, etc. Et du coup, je trouve que c'est des logiques assez proche. Et moi qui était, pour le coup, le produit, vraiment, c'était un mot qui me faisait peur. Enfin, moi, je pensais que je vais pas dire, mais du coup, moi, dans ma tête, le produit, c'était des mecs qui faisaient des maquettes dans leur coin et qui cassaient les couilles parce qu'ils mettaient 3 semaines à faire le moins de petits trucs.
Et en fait, je me suis rendu compte en faisant du produit que c'était pas du tout ça et que et du coup, je me suis dit, mais waouh, comment c'est possible qu'un métier qui soit aussi proche du mien, j'en ai jamais entendu parler. Maintenant, il commence à y avoir des product growth, des choses comme ça. Et nous, je sais que par exemple, nous, on fait des équipes de 7 et tous les 7 personnes, l'objectif, c'est de recruter un product growth, parce qu'on se rend compte que c'est hyper important d'arriver à lier les deux. Mais voilà, moi, c'est un peu mon explication de pourquoi on a des métiers qui sont aussi semblables, mais qui en fait sont aussi à la fois aussi éloignés et qui sont complètement interdépendants. Parce que quand le product fait pas son taf ou quand le growth fait pas son taf, en fait, ça marche juste pas, quoi. Et souvent, on a tendance à dire, et dans les boîtes, généralement, quand l'acquisition, on envoie des gens sur le funnel derrière et que ça fonctionne pas, on a tendance à dire c'est les gens qui sont pas quali. En fait, il y a une sorte de combat perpétuel entre le growth et le produit et entre le growth et les sales. C'est qu'en gros, quand les sales n'arrivent pas à closer, ils disent que c'est la faute du growth. Et les growth disent que c'est les sales qui sont pas bons, les sales disent que c'est les growth qui envoient des prospects qui sont pas bons. Et avec le produit, c'est pareil, on dit c'est le produit qui est pas bon, c'est pour ça que les gens ne continuent pas. Et le produit dit c'est des utilisateurs qui sont pas qualifiés. Donc je pense qu'il y a à la fois ce décalage en termes de temps, de timing, et aussi cette opposition naturelle dans les boîtes qui fait que le produit c'est l'ennemi. Et le produit est l'ennemi un petit peu de tout le monde, j'ai l'impression. Même avec la tech, on ne citera pas des entreprises dans lesquelles on est passé. Avec les sales, c'est vrai qu'il y a pas mal de problématiques par rapport à ça. Toi qui connais aussi très bien le growth, comment est-ce que tu as fait en fait, pour naviguer entre growth, product Nous, on a intégré, on a bossé conjointement avec Renaud, qui est passé sur d'autres tables rondes sur du produit et du growth. En fait, on était rattachés à la même direction, qui était la direction produit, et l'enjeu était de bosser ensemble. On avait effectivement un service acquisition, et nous, on voyait vraiment le growth comme quelque chose de plus large. Tu as effectivement l'acquisition qui nous envoie, qui alimente le produit. Par contre, derrière, c'est comment on crée les parcours qui faisaient convertir pour justement avoir un ROI. Enfin, c'est ça, hein, l'enjeu du growth, c'est avoir un ROI. Et du coup, on ne pouvait pas s'arrêter à la porte d'entrée en disant « Ok, la landing page fonctionne bien, par contre, après, on ne sait pas trop ce qui se passe. » Donc, l'objectif était vraiment de bosser en collaboration parce que si les équipes, on va dire produit expérience, ne comprennent pas l'impact que peut avoir un funnel hyper court et qu'on commence à partir dans l'exemple le plus basique des funnels hyper complexes, très jolis, mais par contre qui ne convertissent pas, en fait, on ne réussira pas à atteindre les objectifs communs. Donc nous, on a travaillé vraiment en collaboration pour avoir cette logique de dire, j'ai un produit, mais par contre, je dois avoir un produit qui est beau, certes, mais pas uniquement, mais qui transforme et qui satisfait mes utilisateurs. Du coup, c'était un peu le combo, c'était créer cette harmonie qui n'était pas toujours évidente, hein, parce que moi aussi, je l'ai utilisé, ce fameux argument de « non, mais l'acquisition, c'est pas la cible, pourquoi ? Donc c'est pour ça que ça ne transforme pas ». J'ai été la première à l'utiliser. Mais par contre, à proposer des solutions en disant on réajuste l'acquisition, on resimplifie nos landing pages, derrière on retravaille nos algos pour qu'ils génèrent assez d'activités, pour qu'ils nous permettent de transformer et justement d'atteindre notre objectif commun. En fait, c'est l'objectif commun qui est le ROI à la fin, qui nous met tous d'accord. C'est j'ai dépensé X, combien ça doit me rapporter après. Mais un exemple hyper simple de ça, et après tu vois par exemple, parfois tu as le persona homogénétif. Non, tu as le persona du produit et tu le regardes en acquisition, tu dis mais qu'est-ce que vous voulez que j'en foute ? Genre littéralement tu dis ce truc-là c'est inexploitable pour moi. Et même dans la définition des personas, nous, on a dû faire communiquer le market et dire au market qu'est-ce que vous pouvez faire comme ciblage, selon quels critères de ciblage sur Facebook, sur Google, etc. Quelle information, on allait voir le produit, quelle information on peut récupérer dans le funnel et on a dû se connecter. Parce que nous, ils étaient nous voir et nous disaient ah oui, alors les gens qui utilisent le produit depuis 3 mois et qui utilisent plus. Mais en fait, ça pour nous, c'est juste inexploitable. Et du coup, il doit y avoir cette communication en permanence. Ce que je disais, on a des temps et on a des logiques qui sont. En fait, on a tous les deux les mêmes fondamentaux, mais on a des temps et des logiques qui sont différents. Effectivement, on peut aller sur des roadmaps. Nous, on peut te dire que ça arrive dans 3 mois, alors qu'en fait, on a besoin d'un impact immédiat. Et c'est trouver cet équilibre qu'on avait avec des équipes qui étaient vraiment plus en lien avec l'acquisition, par exemple, et du coup qui avaient des temps de réaction beaucoup plus rapides et aussi des technos qui nous permettaient d'aller beaucoup plus vite pour de la création de landing page qui ne devait pas prendre 3 mois si on a une nouvelle campagne à lancer, par exemple. Vraiment, en fait, ça a été... Et pour revenir en fait, sur la question de Marcel, c'était vraiment de se poser des objectifs communs, des OKR communs, et derrière de créer tout ce funnel de conversion et de penser funnel. Et je pense que c'est une de nos difficultés aujourd'hui, c'est qu'on pense trop silo. Donc moi j'ai regardé, j'ai transformé mon acquisition, après il est passé sur le produit, plus mon problème, après il est passé sur le paiement, plus du tout mon sujet. Le pire c'est le tracking, souvent le tracking, là où le produit commence, la data s'arrête. Parce qu'en fait le produit a sa data de son côté, en mode quand la personne arrive je sais quoi en faire, et l'acquisition s'arrête en disant bah non moi ça va convertir. Et du coup tu as une sorte de mur qui s'érige, et alors casser le silo de la donnée c'est hyper long et c'est hyper frustrant parce que des fois nous ça nous arrivait de mettre 3-4 semaines avant d'avoir une donnée correcte qui remonte, d'avoir suffisamment de flux, etc. Mais maintenant, c'est un truc sur lequel on force. Et nous, je sais qu'on force aussi sur la simplicité de dire du côté du produit, du côté du growth,
C'est le growth a toujours envie d'utiliser des produits. Oui, mais là j'ai plus de données, j'ai plus de fonctionnalités pour mon landing page. Le produit à dire ouais, mais si j'utilise ça, moi c'est plus utile pour ça. Et on se met d'accord sur par exemple, un outil de landing page qui est par exemple moins performant en termes de conversion, etc. Parce que c'est moins beau, c'est moins performant, mais c'est plus facile et les deux s'y retrouvent. Ok. Nous, je sais que juste arbitrer pour avoir un produit en commun pour nos landing pages et compagnie ou pour nos analytics, ça a déjà été croyez la bannière. C'est le nerf de la guerre. Et pourtant, on est 25. Hein. Et toi, Audric, justement, chez InVivo, quelle est la place du growth finalement La problématique, elle est très différente. Et pour le coup, elle n'est pas simple, mais elle n'est pas sur des problématiques d'organisation, de relations entre les équipes produits et les équipes grosses. Alors déjà, on n'a pas d'équipe grosse à proprement parler, Ok. on est encore tout petit, donc ça aide. Mais en fait, la problématique est différente parce que le marché est différent. On est sur un marché où la cible, elle est connue. Les utilisateurs finaux, on les connaît. On connaît la limite et on saura quand on a touché notre marché. Et il est quand même assez limité. Et pour y arriver, et toute cette phase de grosse, en fait, elle passe par l'utilisateur, elle passe par le produit. Donc en fait, on n'a pas du tout abordé la problématique de la même manière. On l'a pas abordé. Or certes, on a 3 landing pages qui se battent en duel. C'est clairement pas avec ça qu'on fait de l'acquisition. Et on n'est pas du tout sur les mêmes leviers. Nous, le levier qu'on allait chercher, c'est d'intégrer dans la chaîne de valeur pour aller toucher le client final, un utilisateur qui est intermédiaire. On est dans le B2B. Et en gros, c'est le commercial terrain. Et notre levier d'acquisition, c'est lui. Ok. Et pour aller le chercher, on n'a pas du tout utilisé les techniques classiques de grosse. On lui a fait un produit à part entière. Et ce produit à part entière, c'est un vrai levier de conversion pour aller chercher l'utilisateur final. Donc en fait, toute la problématique de grosse est une problématique purement produit. On a des problématiques parce que cette cible elle est limitée, parce que cet utilisateur, c'est un utilisateur qui est un peu compliqué à aborder. On parle d'un commercial en B2B, c'est pas le plus simple à toucher à la base. Par contre, toutes ces questions d'orga, de relations, de compréhension interéquipe, on les a pas du tout. C'est un autre contexte, mais c'est hyper intéressant. Mais du coup, question pour vous tous, quand est-ce qu'on a une division growth? Quand est-ce qu'il faut avoir une division growth? Et quand est-ce qu'on n'en a pas forcément besoin finalement? Pour moi, c'est à partir du moment où on a réussi à intégrer cette logique à 100% dans le produit et que ça fasse partie du spirit produit. Après, je pense qu'il y a des business où on aura toujours besoin d'une division growth/acquisition parce que c'est des business de churn. Le dating est un business de churn, donc tu dois avoir des spécialistes qui arrivent à te driver en amont énormément de monde. Une marketplace comme Le Bon Coin, en réalité, tu as la notoriété de la marque qui fait que tu drives un trafic naturel. Donc, ta logique d'impact, elle se pense effectivement au niveau produit, au niveau comment je vais adresser mes utilisateurs intermédiaires, utilisatrices intermédiaires qui sont tes forces de vente, qui sont ton support, qui sont tous les autres stakeholders qui viennent compléter la chaîne de valeur. Mais pour moi, ça dépend à la fois de ton business et ça dépend également de à quel moment à quel moment tu as réussi à intégrer ce mindset qui est de moi je veux créer de l'impact et tout le monde se sent responsable de ça et l'objectif n'est pas uniquement de créer des produits beaux, c'est de créer des produits efficaces aussi. Ouais, qui fonctionne. Exactement. Pour le coup, je pense qu'il y a plusieurs types de boîtes pour l'avoir vu. Et forcément, quand on travaille dans le produit, on les voit pas parce que il y a des, en fait, il y a des boîtes qui dépendent des sales et du marketing et en fait, le produit est peu important. Par exemple, je vous prends l'exemple du CPF. Vous vendez de la formation sur Excel. Moi, j'ai des anciens de Germinal, ils sont passés de 0 à 750 000 euros par mois en 6 mois en vendant de la formation CPF sur Excel. C'est-à-dire la logique de produit, Incroyable. ça n'a aucun sens. Ils m'ont saoulé. Et du coup, Faudrait que tu nous je donnes- donne pas leur nom comme ça, vous pourrez pas les Oui. retrouver, mais je m'en occuperai personnellement, rapidement. Mais du coup, eux, ils ont une logique de produit qui est quand même la personne, elle arrive, elle est onboardée, on doit faire son tracking de temps, etc. Mais c'est très basique. Oui. Et juste le produit est là pour s'assurer que l'expérience n'est pas trop mauvaise. C'est-à-dire que si l'expérience est trop mauvaise, le produit va te faire perdre des users, il y a des gens qui vont pas convertir, il y a des gens tu vas pas avoir leur tracking de temps, du coup tu seras pas payé par la caisse des dépôts et compagnie. Et ça, c'est des produits en fait où il y a un avantage sur le produit qui est assez faible, c'est-à-dire la formation Excel, on peut pas réinventer la formation Excel. Mais par contre, il y a une logique d'acquisition qui est très forte et il y a beaucoup de business qui sont comme ça. Et là, du coup, tu as besoin d'avoir une division growth. En fait, ta boîte est growth ou sales first, tu vois, revenu first pour moi. Et après, tu as les boîtes product first, où là, tu as soit un product marketing, donc une traction. Et là, en fait, l'enjeu de ton produit, c'est d'arriver à tenir la croissance. Et en fait, le growth va arriver dans une phase beaucoup plus tard, quand la concurrence va commencer un petit peu à apparaître, que ton produit va commencer à trouver aussi ses limites de ses users évidents, dans lesquels il y a de la recommandation qui est très forte, etc. Et là, il va falloir péter le plafond de verre. Par exemple, je vous prends des boîtes comme Doctrine,
Je sais pas si vous connaissez pour les avocats par exemple qui sont diffusés très vite au sein des avocats. Mm. Et à un moment ils sont arrivés où tous les avocats qui savaient se connecter à un navigateur, ils les ont. Et maintenant il faut aller chercher les autres grâce au SEO, etc. Et là du coup tu as des plafonds de verre et le growth doit venir les casser. Et tu as vraiment ces deux trucs. Et pour moi du coup c'est deux logiques très différentes. Il faut pas se tromper. Tu as des boîtes moi que je vois qui sont à fond sur l'essai de market. Et en fait c'est des boîtes de produits. En fait juste leur produit est pas bon. Et ça sert à rien. Je veux dire ils ont juste pas trouvé ce qu'il fallait. Et au contraire tu as des boîtes qui sont en mode ouais le produit on va réinventer le produit. Mec. En fait, même si tu réinventes ton produit, tu auras une différence très faible. Et du coup, il faut aller chercher plus loin. Nous, par exemple, du coup, quand on a notre produit Adaptive Learning qui est sorti en bêta hier, lundi. Donc, on est mercredi, donc c'est il y a 2 jours. Mais avant, on vendait de la formation à l'unité. Il y a encore 1 an. La formation à l'unité, c'est pas un truc de produit. Hein. La formation à l'unité, tu arrives, tu prends un LMS, tu envoies les gens, ils regardent la formation et tu essaies d'avoir un bon taux de complétion et ça vend. Et c'est juste un play de market. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de garder les gens justement que le produit, c'est pas. Il y a un taux d'abandon qui est très très fort dans la formation. Et nous, on essaie de régler ça en mettant, je disais, la personne doit dire où elle en est, etc. Et ça lui propose des actions, etc. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Et là, nous, justement, là, c'est un play de produit. Parce qu'aujourd'hui, la formation a un gros problème de rétention. Et du coup, les gens, juste, ils envoient le maximum de gens au début. Ils disent, de toute façon, s'il finit pas, je m'en fous, je suis payé quand même. Et là, l'enjeu, nous, c'est plutôt de dire comment est-ce que la rétention, les gens, au lieu de rester 2 mois sur un produit, ils restent 12 mois ou 18 mois. Et là, ça te demande de réinventer un produit. Et là, c'est Product First. Et là, toute ta boîte doit se réorganiser, doit changer d'état d'esprit. J'ai monopolisé et j'ai pas 10 points de côté. Ouais, c'est triste. Et Audric, avant de terminer, est-ce que pour toi, un PM doit avoir cette capacité à faire du growth? Est-ce que tu recrutes un PM? Quand tu recrutes un PM, est-ce que tu valides en fait cette compétence ou pas? C'est une question de maturité du produit. On en parlait juste avant, il y a des boîtes c'est une question d'orientation de la boîte. Et ensuite, si on fait abstraction de tout ça, au sein même de l'organisation produit, c'est une question de maturité du produit et de l'organisation. Quand tu commences, tu vas chercher des profils qui sont très très orientés discovery, vous en avez parlé toute la matinée, c'était un gros focus et ça correspond à un besoin. Quand ton produit commence à faire un peu de business et qu'il commence à toucher son premier plafond de verre, ouais, tu vas chercher des relais de croissance, tu vas commencer à chercher des compétences un peu particulières, beaucoup plus spécifiques et moins généralistes, et là tu vas aller chercher du product marketer et du product growth. C'est clair, et je sais pas si on peut en faire une généralité. Nous, donc notre produit B2B Aladdin, voilà, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on l'a lancé. On commence tout juste à vraiment ressentir ce besoin profond, et aujourd'hui, ça devient une préoccupation. Okay. Je me reposais la question il y a 1 an, franchement. C'était pas du tout le cas. Ben, merci infiniment d'avoir participé à ce talk qui était un peu plus court. Malheureusement, on a un petit peu dépassé. La censure. La censure. Non, mais c'est parce que c'est. Et t'as donné les 2 mots quand même. Donc, c'est tout bon. Et justement, tu parlais de formation. Et Weevoo a lancé sa formation. Et du coup, vous allez voir la bande-annonce. Chez Weevoo, nous avons pensé la formation WeFormation de manière modulaire pour vous permettre de suivre des parcours qui couvrent l'ensemble du cycle de vie produit. En tant que Product Manager Junior, j'ai assisté à cette formation pour apprendre à construire un produit en passant par la phase de discovery jusqu'à la phase de roadmap. On a également abordé les KPI produits et les KPI d'équipe. Toutes les best practices qu'on a pu voir pendant cette formation ont été simples à mettre en place au sein de ma mission. Dans cette formation, on s'adresse aux PM qui souhaitent travailler sur des démarches plus macro et stratégiques. On va apprendre à construire une vision produit, à mettre en place des OKR pertinents et atteignables, et à savoir cartographier une chaîne de valeur et l'aligner sur le SI. On va construire une initiative et la décliner en une roadmap bien cadencée, et on conclut avec le product launch. Dans cette formation, on va voir comment, avec la user research, je peux transformer des questionnaires, des interviews, des chiffres en vrai insight utilisateur. Le plus, c'est que on a non seulement l'expérience de Fatima, mais on a aussi ses conseils pour bien mener des ateliers.